Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour l'actualité de la rétrospective environnementale. Tout de suite les titres. Un prélude au sommet international prévu en juin à Paris, l'ONG Action des jeunes pour le développement intégral en partenariat avec le Haut Conseil de la mer a sensibilisé la société civile sur les enjeux de l'accord à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette démarche renforce la position du Togo comme acteur responsable de la gouvernance maritime mondiale. Le Burkina Faso a lancé des travaux de construction d'un barrage d'irrigation de capacité de rétention d'eau de 10 millions de mètres cubes dans l'ouest du pays. Le projet, évalué à 6 milliards de francs CFA, vient renforcer le secteur agricole du pays. Enfin, le Congo-Brazzaville prend des mesures importantes visant à renforcer la propreté du pays. Un accord de collecte d'ordures a été signé avec la société turque Al-Bayrak pour assainir plusieurs agglomérations, notamment la ville de Brazzaville et de Pointe-Noire. L'entrepreneuriat des jeunes au Togo bénéficie d'un nouveau programme d'appui du ministère de l'Agriculture en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ce programme vise à améliorer le secteur agricole à travers les formations spécialisées et des financements pour les jeunes agriculteurs. Irène Papadina. Afin de placer l'agriculture comme un levier de croissance, les autorités togolaises et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont officiellement lancé le 22 avril dernier le projet appuyé à la promotion de l'entrepreneuriat agricole des jeunes au Togo. Selon Tété Kodjovi Edi, expert en chaîne de valeur et protection des végétaux à la FAO Togo, il s'agit d'un projet national qui cible des jeunes déjà actifs dans les filières riz, sésame, anacarde et manioc, afin de les accompagner tout au long du processus de la production à la transformation et à la commercialisation. L'accompagnement se fait par des formations spécialisées, un appui à la rédaction de plans d'affaires bancables et un accès favorable au financement. Le soutien technique sera donc centré sur l'amélioration des pratiques agricoles, tout en renforçant les capacités de gestion des jeunes entrepreneurs, notamment à travers des formations en gestion d'entreprise et un accès privilégié au financement. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les priorités stratégiques du gouvernement, telles que définies dans la feuille de route de 2020-2025 et le cadre de programmation pays 2023-2026 de la FAO, qui mettent l'accent sur l'emploi des jeunes et la sécurisation alimentaire. Le conseil de surveillance du Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO a approuvé son plan de travail avec un budget fixé pour la période 2025-2027. Cette démarche vient accentuer le financement des programmes agricoles des pays membres en ce moment où la région ouest africaine est confrontée à une crise alimentaire sans précédent. Honoré Kata. Réuni en fin de semaine dernière à Lomé, le conseil de surveillance du Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO a adopté son plan de travail et son budget pour la période 2025-2027. Cette feuille de route triennale arrive à un moment critique où la région ouest africaine est confrontée à une aggravation de la crise alimentaire avec près de 49,5 millions de personnes menacées d'insécurité alimentaire lors de la prochaine période soudure selon le cadre harmonisé. Le Nigeria, à lui seul, concentre plus de 60% de ses populations à risque. Sous la présidence du commissaire de la CEDEAO chargé de l'agriculture, la session a mis l'accent sur l'urgence d'une mobilisation accrue de ressources, le renforcement des capacités d'absorption des États membres et la consolidation des partenaires techniques. L'objectif est de faire du secteur agricole un levier inclusif, compétitif et résilient pour garantir la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté. Géré par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, le fonds joue un rôle central dans la mise en œuvre de la politique agricole régionale. Grâce au budget triennal validé, l'institution prévoit d'intensifier ses interventions en soutenant des programmes structurants dans les pays membres. À travers cette nouvelle dynamique, la CEDEAO veut donner un signal fort, à savoir
Seule une réponse régionale coordonnée et ambitieuse permettra de relever les défis agricoles et alimentaires auxquels l'Afrique de l'Ouest est confrontée. Le Burkina Faso s'engage à améliorer son secteur agricole avec de nouveaux mécanismes. Des travaux de construction d'un barrage d'irrigation ont été officiellement lancés à l'ouest du pays par le ministre burkinabé chargé de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. L'infrastructure est financée à hauteur de 6 milliards de francs CFA par l'État burkinabé. Suivons. En vue de moderniser son secteur agricole, le Burkina Faso a initié un projet de construction d'un barrage d'irrigation dans l'ouest du pays. Les travaux de construction de l'infrastructure ont été lancés le 25 avril 2025 par le commandant Ismaël Sombié, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Le barrage d'irrigation sera construit à Diaradougou dans la commune de Bama avec une capacité de retenue de 10 millions de mètres cubes. Le projet est entièrement financé par l'État burkinabé à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Il se situe dans le contexte de réhabilitation et de valorisation de la plaine risicole de Bama. Le directeur général des aménagements agro-pastoraux et du développement de l'irrigation, Moussa Zida, a précisé que l'infrastructure comprendra une digue d'environ 1 km, un déversoir, une prise d'eau pour alimenter le canal de Bama, ainsi qu'un système de vidange. En gros, ce projet vient soulager les défis climatiques auxquels sont confrontés le pays, en particulier la commune de Bama. Il est demandé à l'entreprise prestataire de respecter le délai imparti de la mise en œuvre des travaux tout en tenant compte des normes environnementales. Le port autonome de Lomé se tourne vers l'utilisation des énergies renouvelables. Le directeur général Fougan Adegnon a annoncé des projets stratégiques dans ce sens. Toutes ces initiatives se situent dans le contexte de lutte contre le changement climatique. On fait le point avec Léon Sabo. Le port autonome de Lomé, à travers son directeur, le contre-amiral Fougan Adegnon, veut optimiser son secteur en basculant dans l'énergie solaire. Le défi est de mettre en place un système solaire qui aura une double fonction, notamment réduire la dépendance de l'énergie du réseau classique et limiter la consommation en carburant et ses impacts sur l'environnement portuaire. Selon le directeur, ils réfléchissent à comment mettre en place plus tard un autre système qui permettra d'alimenter les navires quand ils seront à quai pour éviter qu'ils soient sur le moteur. Il ajoute que ces fonctions sont primordiales à l'avenir afin que les activités du port autonome de Lomé n'affectent pas négativement l'environnement. Le challenge sera de maintenir les performances tout en garantissant un environnement sain. Il est à rappeler que le trafic global du port autonome de Lomé continue de s'améliorer. Entre 2023 et 2024, il a enregistré une progression de 1,85%, passant de 30 085 millions de tonnes à 30 641 millions de tonnes. Au niveau du trafic conteneur 20 pieds, il y a eu une augmentation de performance de 5,19%. Le transdébordement a également connu une hausse de 7,11%. Par contre, le trafic import a connu une baisse de 3,77% et le trafic export de 19,72%. Même si certains indicateurs sont à la baisse, les données de façon globale sont encourageantes. C'est féliciter le directeur général du port autonome de Lomé qui nourrit l'espoir d'une amélioration remarquable en optant pour les énergies renouvelables. Le projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo poursuit sa campagne de sensibilisation à l'endroit des élèves de la région maritime. Dans la commune d'Agoy-Nivé 1, les élèves du lycée d'Agoy-Est ont été conscientisés sur l'approche intégrée axée sur l'adaptation et les moyens de subsistance des populations basées sur les écosystèmes. Les détails avec Irène Papadina.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo, R4C Togo, des séances de sensibilisation sont organisées au profit des établissements scolaires de la région maritime. Le vendredi 18 avril dernier était le tour du lycée d'Agua-Est, situé dans la commune d'Aguanivé 1. Cette approche permet aux communautés de profiter des opportunités qu'offre la nature pour mieux faire face aux effets du changement climatique. Selon le colonel Abalo Piwelinbe, expert en gestion des ressources naturelles du projet R4C, la stratégie d'adaptation et des moyens de subsistance des populations basées sur les écosystèmes, dénommée EBA, est un moyen d'adaptation assez accessible aux populations des pays les moins avancés. Aujourd'hui, avec les effets du changement climatique et l'augmentation de la température sur le plan planétaire qui avoisine 2 degrés Celsius au-dessus de la moyenne, les zones tropicales font face à de fortes chaleurs. Contrairement aux populations des pays développés qui ont des moyens d'adaptation, comme l'acquisition des climatiseurs, les populations des pays les moins avancés, particulièrement les communautés locales, n'ont pas de tels moyens. Avec l'approche EBA, ces populations peuvent se tourner vers les éléments des écosystèmes pour mieux s'adapter face aux effets du changement climatique. Au total, 32 établissements de la région maritime sont couverts par cette tournée de sensibilisation, avec une implication des élèves de la 6e à la terminale. Selon l'expert, l'idée derrière ce projet est de faire des élèves des ambassadeurs au niveau de leurs familles respectives et de la communauté sur l'approche intégrée axée sur l'adaptation et les moyens de subsistance des populations basés sur les écosystèmes. Pour ces apprenants, cette tournée est assez intéressante et enrichissante au regard des sujets abordés. Ils se réjouissent de l'engouement suscité par cette tournée au sein de leur établissement et se disent prêts à relayer le message autour d'eux. La journée de la Terre a été célébrée le 22 avril dernier à travers le monde sous le thème plastique contre planète. Ce fut l'occasion de sensibiliser le monde entier sur l'utilisation du plastique et les moyens de limiter son impact sur l'environnement. Le point avec Lian Samo. Le mardi 22 avril dernier a été célébrée la Journée mondiale de la Terre. Malgré qu'elle soit axée cette année sur les thèmes « Notre pouvoir, notre planète », certains ont choisi de mener à ce jour la lutte contre le plastique jusque dans nos placards à vêtements. L'initiative a été prise par Rachel Müller, la fondatrice du projet Rosalia pour un océan propre. La plupart des vêtements que nous portons sont fabriqués à partir de matériaux synthétiques ou plastiques. Cela peut surprendre les gens qui pensent aux t-shirts en coton, à la laine et à d'autres choses de ce genre, mais la façon dont les choses ont évolué, la plupart de nos vêtements sont synthétiques et la majorité d'entre eux sont en polyester. Les fibres synthétiques, en plus d'être une importante cause de pollution plastique, représentent environ les 2/3 de la production mondiale. Après avoir été portés, lavés et séchés, les vêtements synthétiques perdent des particules microscopiques de fibres. Ces microfibres se retrouvent dans les cours d'eau locaux qui se jettent à leur tour dans l'océan. Et c'est là que les animaux marins les mangent, les transmettent à leur tour aux plus gros animaux et aux humains. Il est donc recommandé d'au moins laver les vêtements et d'utiliser de l'eau froide plutôt que d'eau chaude pour aider à réduire la perte de fibres. Mais Rachel Müller a trouvé une alternative inspirée par la façon dont le corail filtre l'océan. Elle a inventé le Corabol, une boule de lessive qu'on peut jeter dans la machine à laver et qui va permettre d'éviter que les vêtements ne s'entrechoquent et ne cassent trop de fibres. Il s'avère que les vêtements peuvent se casser et ce de manière vraiment microscopique. Les vêtements ou les tissus sont constitués de centaines et de millions de petites fibres et ces fibres sont si petites qu'elles peuvent se briser. Lorsqu'elles se cassent, ces petits morceaux de fibres minuscules sont appelés microfibres et lorsqu'ils se retrouvent dans notre environnement naturel, on parle de pollution par les microfibres. En dehors des solutions individuelles comme la Corabol, le programme des Nations Unies pour l'environnement suggère que l'industrie textile évolue vers un modèle de production plus durable pour réduire son impact sur le climat. Désormais, au Togo, il est possible de saisir la Commission nationale des droits de l'homme en cas de dommages
climatique. Pour mieux définir les contours du texte adopté, un atelier de formation s'est tenu les 22 et 23 derniers à Lomé. Honoré Kata nous en dit plus. Dans le but de lutter contre l'impunité des multinationales face aux atteintes à l'environnement, l'ONG Les Amis de la Terre Togo a organisé un atelier les 22 et 23 avril 2025 à Lomé. Cette rencontre a permis de former une vingtaine d'acteurs des ONG, des municipalités et représentants communautaires sur les mécanismes non juridictionnels permettant de porter plainte contre les abus climatiques. L'accent a été mis sur la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, désormais reconnue comme instance compétente pour recevoir les plaintes liées aux violations environnementales, à condition que celle-ci respecte les exigences prévues par l'article 36 de la loi organique, notamment l'absence de procédure judiciaire en cours et un langage respectueux. Le commissaire de la CNDH, Dr Nakodjoa Kolani, a rappelé que toute requête recevable doit indiquer l'identité du plaignant, décrire clairement les faits reprochés et éviter les termes injurieux. Il a insisté sur l'importance pour les victimes de bien préparer leur dossier afin d'obtenir réparation de manière efficace. Cette initiative vise à renforcer l'action citoyenne en matière de justice climatique en s'appuyant sur des recours accessibles en dehors du cadre judiciaire classique, souvent plus lent ou difficile à mobiliser. Pour Cyril Minson, chargé du programme Forêt et Biodiversité chez les Amis de la Terre Togo, cette démarche s'inscrit dans une volonté de responsabiliser les entreprises qui, en profitant des failles juridiques, participent activement au dérèglement climatique. Il estime essentiel de renforcer les capacités des communautés à se défendre. Cette dynamique offre désormais aux victimes un cadre concret pour faire valoir leurs droits face aux dommages environnementaux causés sur le territoire togolais. Le Togo se prépare à ratifier l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales. Pour ce faire, une rencontre de sensibilisation sur les enjeux de l'accord à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a eu lieu à Lomé à l'endroit de la société civile. Cette rencontre a été initiée par l'ONG Action des jeunes pour le développement intégral en partenariat avec le Haut Conseil pour la mer. Le reportage est signé Vivas Amona avec les images de Emeka Gacha. Les acteurs de la société civile intervenant dans le secteur maritime ont été sensibilisés sur le droit de la mer, notamment sur les enjeux de la haute mer, cet espace maritime où aucun État n'exerce une autorité territoriale. Cette rencontre est à mettre à l'actif de l'ONG Action des jeunes pour le développement intégral à jeudi, en partenariat avec le Haut Conseil pour la mer. Aujourd'hui, il était question que la société civile puisse s'approprier de cet accord-là, connaître les enjeux autour de la haute mer, et comment on fait le partage équitable des ressources marines, comment amener au transfert de technologies, comment aussi faire des études, mener des études dans la haute mer pour connaître un peu des impacts des études environnementales et enfin comment faire en sorte qu'il y a vraiment la préservation et la conservation de ces ressources-là. Ces acteurs de la société civile sont alors sensibilisés sur l'accord sur la biodiversité marine signé par le Togo en 2023. Le Haut Conseil pour la mer trouve important que le document soit compris par tous les acteurs de l'économie bleue pour sa ratification. L'accord BBNJ, c'est un accord, c'est un traité international, un accord sur la protection de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales. Au-delà des juridictions nationales, c'est considéré comme un patrimoine commun de l'humanité et donc tous les États, ça appartient à tout le monde. Donc étant patrimoine commun de l'humanité, il n'y avait pas de règles qui soient définies pour pouvoir réglementer les activités qui s'y déroulent. Donc cet accord prend les dispositions pour réglementer surtout l'exploitation des ressources, surtout génétiques marines, qui sont dans cette zone. Étant donné qu'un autre accord a pris en compte l'exploitation minière de cette zone-là, des fonds marins. Donc aujourd'hui, il est question de pouvoir sensibiliser la société civile sur le processus de ratification et de mise en œuvre de cet accord
sur le plan national, étant donné que le Togo a déjà signé cet accord depuis 2023. La société civile, en répondant présent à cette rencontre, témoigne son engagement à soutenir le gouvernement togolais à ratifier cet accord important sur la diversité biologique marine. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement du Congo-Brazzaville se lance dans une initiative de salubrité urbaine pour le bien-être de sa population. Un accord a été signé le 23 avril dernier avec l'entreprise turque Al-Bayrak pour la gestion des déchets ménagers à Pointe-Noire et à Brazzaville. Cet accord devrait durer 5 ans et permettra de remédier à la crise d'insalubrité persistante dans le pays. Regardez. Pour mieux gérer l'insalubrité dans le pays, l'exécutif congolais a signé un accord avec la société turque Al-Bayrak pour la collecte des ordures ménagères, notamment dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire. Cette collaboration vise à améliorer l'assainissement urbain et répond aux préoccupations croissantes des citoyens en matière de l'environnement et de la santé publique. En effet, les ordures s'entassent depuis un temps dans les avenues principales des villes, ce qui empêche parfois la circulation et pose des risques sanitaires pour les habitants. La situation a poussé les autorités congolaises à adopter un plan pour améliorer la propreté urbaine. Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental a élaboré un plan d'action pour une gestion durable des déchets suite à une rencontre citoyenne tenue en mars 2025. Ce plan consiste à renforcer l'efficacité des services de propriété et implique davantage les collectivités locales. Les travaux d'assainissement vont débuter d'ici 2 semaines à Brazzaville et ensuite à Pointe-Noire. La société Al-Bayrak assurera le ramassage quotidien des ordures dans les agglomérations et ce pendant 5 ans. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci de votre aimable attention. Passez un très bon week-end à Green TV International. We revive the environment.